to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Beaucoup de choses à dire pour présenter mon invité. Tout d'abord, nous sommes le 28 décembre, on enregistre cette émission donc le 28 décembre. Il est probable qu'il y ait deux parties, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est possible que pour la deuxième partie, vous nous verrez peut-être habillés différemment, mais ce sont les joies de la réalité et de la fiction. Donc, je tiens d'emblée, comme ça, à dresser le décor. Peut-être en deux parties, mais l'émission, vous la verrez sur sa continuité. Il y aura certainement un petit fondu enchaîné, chose qu'on voit très rarement aujourd'hui dans le cinéma et qui me manque beaucoup. Et c'est pas réactionnaire. Deuxièmement, c'est un fait croqué, et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un fait croqué. Fait croqué, c'est quoi? C'est tout simplement une proposition de dialogue avec celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet. Donc, ça peut être sur une revue en ligne, ou ça peut être aussi un podcast audio, podcast vidéo, une chaîne YouTube et surtout des chaînes YouTube. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube. La chaîne s'appelle PAM, P-A-M. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je savais qu'un jour ou l'autre, on allait se retrouver. Mais vous le connaissez, vous le connaissez déjà un peu par sa chaîne, mais aussi parce qu'il avait accepté très gentiment, très généreusement de participer, de contribuer à cette petite, comment je pourrais dire ça, ce partage godardien. Enfin oui, c'était partage de godardien pour le mois dernier, au mois d'août, pardon. Et puis ensuite, on avait fait une émission dans laquelle on s'était tous retrouvés pour parler de ce qu'on avait fait. Donc, c'est Pam, il est là pour un fait croqué. Je suis content. Et première question, comment vas-tu? Bonjour. Alors, je ne m'attendais pas à cette première question parce que du coup, quand tu m'as invité à un fait croqué, j'ai regardé un peu les derniers faits croqués parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Comme tu l'as dit, ça faisait très longtemps que tu n'en avais pas fait. Moi, je ne te connaissais pas par ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je t'ai répondu, je crois, tout à fait d'accord, avec grand plaisir, mais c'est quoi fait croquer? Donc, je suis allé voir ce que c'était que fait croquer et j'ai vu que la première question, c'était pas ça. J'avais potassé ma première question. Et là, ça sera la deuxième. Ça sera la deuxième question. Ça sera la deuxième. Et du coup, comment est-ce que je vais? Je vais bien. J'ai reçu pour Noël la biographie de Godard. Donc, je suis très content. Oui, j'ai vu qu'il y avait un troll qui a pris mon nom, qui a usurpé mon identité pour dire du mal de Godard. C'est inadmissible. Ce monsieur ou cette dame possible sera poursuivi et pour avoir dit de telles énormités qu'on entend très souvent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui concernant Godard. Oui. C'est d'ailleurs ça, je pense, qui est le plus drôle dans cette plaisanterie, c'est que c'est un texte que n'importe qui aurait pu écrire. Pas toi, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu 1000 fois. Exactement. C'est la biographie d'Antoine Debec, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon. Exactement. Et bien, deuxième question, qui est surtout la première de Fait Croquer, je la pose tout le temps, constamment. Elle est peut-être un peu discutée, cette question aussi, c'est possible, c'est normal. Il est probable que d'ici 1 an ou 2, je la déteste, et ça fait partie aussi de ça, l'évolution. C'est l'image marquante, et je veux savoir si toi, durant la période de l'enfance, est-ce qu'il y a eu comme ça une image, quelque chose qui soit non pas forcément de l'ordre du cinéma, ça peut être aussi une peinture, ça peut être une photographie, ça peut être une scène de ton quotidien, une scène que tu as vécue lors de ton quotidien et qui, tout ça, aurait peut-être un lien avec le rapport que tu entretiens aujourd'hui avec l'image sous toutes ses formes. Est-ce qu'elle existe, cette image marquante? Et peut-être que j'ai envie de te demander, et est-ce qu'elle est intéressante pour toi? Ok. Formulation différente, encore une fois. Du coup, ma préparation n'a servi à rien. Alors, je dirais qu'en termes de cinéma, non, il n'y a pas d'image marquante. Et pas parce qu'il n'y a pas eu de cinéma, mais l'inverse. Il y a eu un excès de cinéma. Si je suis devenu cinéphile, je dois le dire, c'est grâce à ma mère, qui est elle-même une grande cinéphile, et qui m'a amené au cinéma dès l'âge de 2 ans, je crois. Mon premier film, ça a été Le Roi Lion. Et oui, je crois que j'avais 2 ans à l'époque. Et depuis, j'ai été au cinéma absolument tout le temps. Du coup, c'est vrai que dans mon enfance, je dirais qu'il n'y a pas une image qui se distingue particulièrement d'autres.
parce que j'ai vu beaucoup de films, enfin de films pour enfants, hein, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté de me construire une culture très savante, etc. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec l'éducation que j'ai reçue, c'est que mes parents m'ont laissé être enfant. Du coup, enfant, j'ai vu énormément de films d'enfants, et ensuite j'ai vu des films en plus d'adolescents. Et bien sûr qu'il y a des souvenirs très forts, hein. Par exemple, je me souviens énormément quand j'étais adolescent, c'était l'époque, hein, c'était l'époque des Seigneurs des Anneaux, hein, des Harry Potter. Enfin, je me souviens d'aller en famille voir ces films et de l'impact très fort qu'ils ont eu sur moi à l'époque. C'est assez évident, mais oui, je dirais que ça a été vraiment une grande bouillie d'images, de laquelle je ne vois pas une image qui marquerait particulièrement. Après, maintenant, tu as un peu reformulé la question en posant, pas seulement dans le cinéma, mais ailleurs. Et là, c'est vrai que ça peut être un peu différent. Je m'intéresse un peu à l'art en général, hein, pas qu'au cinéma, même, enfin, probablement qu'on reviendra sur la question, mais je dirais que je suis venu au cinéma un peu en dernier. C'est une passion récente, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres. Initialement, je suis plus autour de la littérature et de la musique. Et du coup, là, pour le coup, une vraie image, hein, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent, je dirais, c'est deux peintres, c'est Odilon Redon et c'est Egon Schiele. Donc Egon Schiele, j'étais particulièrement marqué par ses nus extrêmement expressionnistes, avec ses couleurs vives et presque comme des cadavres à la fois entre la vie et la mort. C'était vraiment une esthétique qui m'impressionnait, qui me marquait énormément, et qui me marque toujours autant, hein. Et d'un autre côté, Odilon Redon, c'était l'exact opposé, avec un symbolisme extrêmement, c'est loin d'être superficiel, bien au contraire. Enfin, Redon, c'est très profond, mais c'est pas écorché. Il n'y a pas le côté écorché qu'il pourrait y avoir dans l'œuvre de Schiele, dans la peinture de Schiele. Et c'est vrai que j'avais sur mes étagères, hein, j'avais deux cartes postales achetées au musée d'Orsay. Non, une au musée d'Orsay et une au musée Léopold, donc qui est un musée à Vienne, qui a une exposition permanente d'œuvres de Schiele qui est absolument magnifique. Et du coup, j'avais une œuvre de Schiele et une œuvre de Redon sur cette étagère. Et je pense que c'est des peintures, je ne dirais pas que c'est mes peintres préférés, objectivement, aujourd'hui, mais ça reste des images qui m'ont beaucoup marqué. Est-ce que ça a un rapport avec le cinéma? Je ne sais pas. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question du tout. Mais probablement dans tout ce qui va être composition. Et par exemple, Redon, l'abstraction de Redon, probablement m'a amené à m'intéresser à un cinéma plus expérimental où les formes sont déconstruites, etc. Ça, je pense qu'il y a de ça. Et quand on voit, il y a quand même un certain nombre de cinéastes, hein, qui doivent beaucoup à ce type de peinture. Et bon, le plus simple à citer comme ça, c'est naturellement Lynch, mais pas que. Enfin, on pourra y revenir. Hier, je suis allé voir Le Garçon et le Héron, et là aussi, il y a des espèces de fulgurances symbolistes, clairement, qui viennent directement ou indirectement de peintres comme Redon. Donc voilà, c'est une réponse un peu embrouillée à ta question. Mais quand tu parles de cinéma qui privilégie l'expérimentation, qu'elle soit des formes ou du fond, est-ce que ce mouvement cinématographique, à partir de quel âge tu as commencé à la voir et surtout à t'y intéresser? Alors, difficile de répondre. Je dirais que je m'y suis intéressé de façon un peu indirecte et très fragmentaire à partir de 15-20 ans, quelque chose comme ça. Un des premiers gros chocs cinématographiques, c'est vrai que j'aurais pu le citer, maintenant que j'y pense, j'aurais pu le citer. C'était une exposition
à Beaubourg qui s'appelait L'Art et le Sacré. J'ai le catalogue là quelque part derrière mon ordinateur. Et dans cette exposition était absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire à tous les niveaux. Et je dirais que c'est une des grosses pierres angulaires de la culture que je me suis créée après. Parce que du coup, j'ai adoré l'exposition. J'ai acheté le catalogue et je me rappelle, j'ai lu le catalogue en long, en large et en travers. J'ai essayé de découvrir un peu tous les articles dont il parlait. Et il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Un cinéma qui n'était pas un cinéma de mon âge, maintenant je m'en aperçois. C'était Kenneth Anger qui est décédé cette année. Et voilà, je pense que ça a été ma première confrontation, je dirais, avec le cinéma expérimental. J'avais vu sur YouTube dans une qualité absolument épouvantable. C'était pas Scorpio Rising, c'était Lucifer Rising. Qui m'avait particulièrement impressionné. Mais voilà, je dirais que ça a été le premier gros coup de poing. J'ai aussi découvert à peu près à cette période-là, de façon moins traditionnelle. En fait, non. Simplement parce que j'ai entendu parler de ce réalisateur, Werner Schröter, qui était décédé à l'époque, et je ne connaissais pas. J'étais un grand germanophile à l'époque, bon, et toujours un peu, mais voilà, j'étais un grand germanophile. Du coup, j'ai vu ce cinéaste allemand décédé, donc j'ai visionné quelques-uns de ses films. Et même si la déconstruction chez Schröter n'est pas aussi marquante, par exemple, qu'elle pourrait l'être chez Anger, qui tend quand même littéralement vers le surréalisme. Chez Schröter, on n'est pas du tout là-dedans, mais on est quand même dans un cinéma différent. Et je me rappelle avoir téléchargé, pas très légalement, je l'avoue, son dernier film, Une nuit de chien, qui n'est pas son meilleur naturellement, mais qui a eu un gros impact chez moi. Et j'avais téléchargé ce film et j'ai regardé ce film et tu parlais d'images marquantes. Là aussi, il y a une image marquante dans ce film qui a vraiment, vraiment, pour le coup, c'est peut-être la première grosse image marquante de cinéma. C'est donc ce personnage joué par Sami Frey qui s'appelle Barkala dans le film, qui se suicide en arrière-plan. Donc Schröter, c'est un cinéaste qui est très, très mélomane. Et du coup, en arrière-plan, il y a le Stabat Mater de Rossini. Ouais, c'est Rossini, oui, je crois. Rossini ou Puccini? Rossini, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a ce Stabat Mater en arrière-plan, et il y a Barkala dans une espèce d'appartement vide sur un fauteuil en velours rouge, avec des dorures, etc. Et donc c'est Sami Frey qui interprète ce personnage en espèce de président véreux en fin de règne, qui se met une ceinture de dynamite, et il y a des plumes qui volent partout, et à la fin il se fait sauter, et c'est une image qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Et bref, désolé, je pars dans tous les sens. Non, c'est passionnant. C'est tellement rare de parler de Werner Schröter, donc il y a un peu de cela. Tu parlais de ta maman qui a été ta première passeuse, je ne sais pas si on dit ça comme ça, on dit passeuse. Ça m'intéressait aussi de savoir, est-ce que la discussion, le dialogue autour des films, est-ce que tu pratiquais ça déjà avec ta maman, ou ça s'est fait beaucoup plus tard? Oui, naturellement, il y a toujours eu une grosse discussion. On est toujours, même là, quand je suis allé voir le Garçon et le Rond hier, c'était avec elle. Je profite des vacances de Noël en famille, et il y a naturellement la discussion qui suit autour du film. Et c'est clair que cette culture-là, ça vient de ces échanges que j'avais petit. Après, bien sûr qu'il y a eu des évolutions, et aujourd'hui, je vais m'intéresser à des choses différentes. On va avoir des goûts maintenant qui ont divergé. C'est très, très normal, et c'est très, très chouette. Et j'aime beaucoup aller voir des films que j'irais pas voir tout seul. Et inversement, elle est très contente quand je l'amène voir des films qu'elle ne serait pas allée voir toute seule. Là, par exemple, on a vu. Elle l'aurait vu tout seul. Elle l'aurait vu toute seule, mais elle l'a manqué. On a vu ensemble, il y a 2 jours, Pacifiction d'Albert Serra, et pour moi, c'était un plaisir de le revoir. Et je pense que pour elle, c'était un très, très beau film. Et
Et c'est aussi amusant, tu vois, tu parlais de passeurs, etc. Et typiquement, un film que j'ai beaucoup vu quand j'étais petit, parce que mes parents habitaient dans le Nord, parce qu'ils ont vécu ça, c'était... ah, zut. Ah, comment ça s'appelle justement, le film avec un... Ok, là, je perds tous les noms. L'acteur dans Pacifiction, Magimel. Le premier film avec Magimel. La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille. Voilà, c'est ça. C'est un film qu'on a beaucoup vu en famille et qui du coup, bah, forcément, que je connais. Je veux dire que je le connais quasiment par cœur. Hein. Et du coup, il y a aussi ce côté-là, ce côté de passage. Enfin, c'était chouette de voir un film avec Magimel qui représente tant dans la culture familiale, enfin la culture cinématographique familiale. Et c'est ce mélange des genres que je trouve très intéressant. Hein. Que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Il y a de cela. Et par rapport au cinéma, est-ce que la possibilité de lire aussi ou d'écouter des émissions de radio ou de lire donc des revues, est-ce que ça c'est quelque chose qui a été aussi pour toi une évidence dans l'accompagnement d'un film? Pas du tout. Pas du tout. Je dirais que j'ai jamais considéré vraiment typiquement la critique ciné comme quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Et je dirais que j'ai jamais vu l'art, j'ai jamais vu le cinéma comme... Enfin, j'ai pas jamais vu, non. Pendant longtemps, j'ai pas vraiment réfléchi que le cinéma était un art. Ça paraît très bizarre de dire ça. Et là, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont indignés derrière leur écran. Mais oui, clairement, enfin, moi, comme je l'ai dit, c'était surtout la littérature qui m'intéressait. La littérature et beaucoup le théâtre. Et j'avais même des velléités de ce côté-là quand j'avais 15-16 ans, velléités qui ont disparu. Mais voilà, le théâtre, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et si tu m'avais interviewé il y a plus de 15 ans de ça, je t'aurais répondu avec l'assurance de la jeunesse que le cinéma est un art mineur par rapport au théâtre. Et j'aurais eu des arguments probablement extrêmement mauvais pour démontrer ça. mais voilà, du coup, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas eu ce rapport enfin, pas académique, mais ce rapport artistique avec le cinéma. Ce qui ne voulait pas dire que je ne voyais pas des films qui avaient une valeur artistique, mais peut-être que j'y réfléchissais pas trop. Et je pense que le déclic pour moi, ça a été un film d'un cinéaste que je crois savoir, tu détestes. C'était Neon Demon de Refn. Un film que j'avais pas du tout envie de le voir, ce film. Et j'y suis allé pour passer le temps et pour exploiter ma carte UGC illimitée à Paris. Je m'étais mis au bord d'une rangée en me disant, vu que probablement dans 15 minutes, ce film me dégoûtera et j'en aurai ras-le-bol et je regretterai d'être allé dans cette salle, au moins je pourrais quitter la salle sans déranger les gens. Et je pense que c'est le film que j'ai le plus vu en salle. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, en fait, j'en suis sorti, ça a été vraiment un coup de poing et j'ai voulu lire. Et à la sortie de ce film, je me dis, mais en fait, c'est vrai que c'est un film que j'aurais aimé faire. Si j'avais été cinéaste, j'aurais aimé faire ce film. Et il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce film, et j'ai envie de le lire. J'ai envie de lire sur ça. Et petit à petit, je suis allé vers la lecture et vers un rapport beaucoup plus, je dirais, pas universitaire, c'est pas le terme, mais un rapport plus réfléchi, je dirais, au cinéma et à ce que je regardais. Mais oui, du coup, c'est vraiment très récent et je le reconnais bien volontiers. Et quand je vois typiquement sur Twitter les gens qui sont en cinéphilie depuis 20 ans et qui lisent des cahiers depuis qu'ils ont 10 ans, moi, c'est pas le cas. Moi, je suis rentré très tard. Mais après, je pense que j'ai d'autres choses à apporter. Alors, j'espère que j'ai d'autres choses à apporter. Et surtout, j'ai très conscience de mes propres limites. En off, avant d'enregistrer, on parlait justement d'avoir conscience de ses propres limites. Et moi, c'est ma limite que je connais. Enfin, j'ai une cinéphilie qui est finalement une cinéphilie consciente qui est assez récente. La cinéphilie, elle est escalée et ça peut être parfois très complexe à gérer. Il y a des cinéphiles qui sont
indécrottable dans l'idée même de savoir qui était le troisième assistant caméra et qui peuvent te donner la liste des tous les films muets que John Ford a réalisés, mais qui sont incapables d'avoir une conversation avec toi sur... Voilà. Il y a de cela. Il y en a qui, pour le coup, voient les films, discutent, ça s'arrête là. Et il y en a qui, à un moment, finissent par dire, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose par rapport à ça. Alors, soit on écrit, soit aujourd'hui, maintenant, on fait une vidéo, ou alors on réunit des personnes et on essaie d'en discuter. Certains vont aller même à faire des films. Bref, j'aimerais savoir, toi, dans quoi tu te positionnes. Est-ce que tu as été d'abord... ce cinéphile qui savait, qui avait sa liste, mais qui avait du mal ensuite, qui avait du mal au dialogue. Je ne parle pas forcément avec la première passeuse qui était ta mère, hein, je parle d'autres personnes. Ou est-ce que le dialogue, qu'est-ce que je fais de ce film que j'ai vu, ça s'est fait finalement très vite en toi, qu'il fallait faire autre chose, quoi. Oui, je pense que ça s'est fait assez rapidement. Quand j'ai commencé à voir le virus, c'est monté très très vite. J'ai commencé à beaucoup lire très très vite et à discuter avec les gens extrêmement vite. Et une des premières personnes avec qui j'ai beaucoup discuté cinéma, c'était une de mes collègues. C'est Ma, tu regardes peut-être, coucou. Mais du coup, on a énormément discuté et à l'époque, j'habitais encore à Paris et elle me disait beaucoup en plaisantant, toi, il faut que tu crées une chaîne YouTube, ce qui me faisait beaucoup rire, parce que je voyais pas du tout l'intérêt de faire ça. Je trouvais pas que j'étais le genre de personne qui devait faire ça. Mais voilà, c'était beaucoup de discussions, mais je pense que justement par le cheminement qui m'a amené vers ça, j'ai jamais eu ce rapport, comme tu dis, de connaître le troisième assistant réalisateur. Ça m'a jamais plus intéressé que ça. Et surtout, voilà, je connaissais mes limites, donc j'allais pas arriver avec un rapport hautain. Et je savais aussi qu'on pouvait sincèrement aimer le cinéma pour d'autres raisons que simplement le désir de voir le nouveau chef-d'œuvre du 7e art. Et c'est aussi pour ça que ça m'énerve un peu ces tendances qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux à crier au génie et à chercher le nouveau chef-d'œuvre, parce que finalement le cinéma c'est pas chercher le nouveau chef-d'œuvre, mais c'est quand même une marée de films qui ont chacun quelque chose à apporter, qui ont une petite pierre à poser dans l'édifice du cinéma. Même d'ailleurs même les plus mauvais films, je pense qu'ils ont quelque chose à apporter, ne serait-ce que financièrement, parce que c'est un jeton dans une industrie, et on sait comment le cinéma français est financé, et que toutes les comédies françaises sur lesquelles tout le monde crache allègrement, on est quand même très content que ces comédies elles rapportent de l'argent au CNC. Mais bon, ça c'est ma petite parenthèse un peu aigrie. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le dialogue, exactement, le dialogue, il doit être là, et on a tous un rapport qui est très différent au cinéma. Et je pense pas je suis pas élitiste dans le sens. Je suis élitiste dans le sens où je m'intéresse à des choses élitistes, que les gens qualifieraient d'élitistes, et que j'ai envie de les partager, et que je pense que tout le monde peut y accéder. Mais là où je suis pas élitiste, c'est que je pense que les goûts des gens n'ont pas ce val. Et encore. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les goûts ont une raison d'être et ont une explication, et que arriver et commencer à juger les goûts des autres, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu, on va dire, qui est assez peu utile. Mais du coup, c'est pour ça, pour revenir à ta question, c'est pour ça que je dirais que voilà, j'ai la discussion facile. Et, je vais pas juger. Du coup, voilà, il y a eu cet échange qui s'est fait énormément oralement, donc avec cette collègue et amie d'ailleurs, et ensuite avec d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Et après, le besoin d'en parler plus moi-même, l'histoire de pourquoi j'ai créé parce que j'imagine que la question mène à ça, pourquoi est-ce que j'ai créé une chaîne YouTube. Non, pourquoi ça te faisait rire quand on te proposait, c'est ce que tu me disais, quand on proposait, c'était quoi ton rapport à YouTube? Par exemple, tu vois, moi, par exemple, avant de
d'entrer en YouTube, comme on entre dans les arbres. Je trouvais ça, je trouvais ça juste irregardable, pathétique. Pour moi, c'était une poubelle. Bon, 3 ans après, mon jugement a évolué, mais non pas de manière radicale aussi. Voilà. Voilà. Donc, toi, c'était comment était ce rapport avec YouTube? J'en avais aucun. YouTube, je connaissais de mon adolescent. Enfin, j'avais de YouTube un souvenir adolescent qui était la naissance de YouTube et les gens au collège qui parlaient de Norman et des autres YouTubeurs. Donc pour moi, c'était ça un YouTuber, c'était faire des petites vidéos chez soi. On dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les raquettes de ping-pong, blabla. Pour moi, c'était exactement ça. Et je sais pertinemment qu'une grande partie de YouTube est encore ça. Et ce qui est normal, YouTube est là, c'est une plateforme de divertissement. La plupart des gens cherchent à être divertis. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Les gens veulent être divertis avec du contenu facile à regarder. Donc, on leur produit du contenu facile à regarder. Donc, les gens sont habitués à ce contenu et veulent en avoir plus. Donc, c'est un cercle vicieux et il n'y a pas de... il n'y a pas de mal à ça. Si, je considère qu'il y a du mal à ça. J'aimerais bien briser ce cercle vicieux, mais je sais que c'est ni toi ni moi qui n'allons briser ce cercle vicieux. Donc, je me pose pas en paladin par rapport à ça. Mais voilà, du coup, pour moi, YouTube, c'était pas spécialement sérieux. Aussi, il y a un effet que on remarque. Que je remarque maintenant beaucoup plus, maintenant que je suis investi dans ces sphères-là, qui est que on voit beaucoup le YouTube de surface, donc qui est le YouTube populaire, et qui répond à des exigences de production, de satisfaction d'un grand public. Donc forcément, c'est pas un YouTube qui produit de la qualité, et c'est en cherchant des petites choses qui peuvent se faire qu'on va découvrir des pépites. Et c'est vrai qu'avant de lancer ma chaîne, j'ai un peu cherché les plus petites chaînes. Et c'est là que je suis tombé sur des gens typiquement comme toi. Je dis pas que tu es petite chaîne, désolé Samir, je ne veux pas t'insulter, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, tu sors pas dans les quand on cherche YouTube cinéma, il va y avoir Antoine Goya, va y avoir Intercut, va y avoir bien sûr. Bah oui, Inze, je dirais pas son nom parce que j'ai pas envie de le dire. Bref, il y a toute une constellation de gros mastodontes, dont certains, j'avais regardé quelques vidéos du Fossoyeur de films que je déteste fondamentalement. Désolé, hein, je suis pas du tout dans une guerre, mais voilà, c'est pas du tout un contenu qui m'intéresse. Et voilà, et petit à petit, c'est là que j'ai découvert ta chaîne, j'ai découvert Jules Melon, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord tout le temps, hein, mais peu importe, parce que c'est justement l'essence de sa chaîne de ne pas être d'accord. Il propose une analyse à chaud, une discussion à chaud, et derrière, c'est peut-être la personne la plus ouverte que je connaisse. On peut parler de tout, on peut arriver et lui dire, bah non, tu dis n'importe quoi, ah bon, qu'est-ce que tu en penses? Et bref, Kino également, que j'aime beaucoup. Bref, plein de plus petites chaînes où je me suis aperçu, mais en fait, c'est possible de faire de la qualité sur YouTube. Mais voilà, à l'époque, pour moi, YouTube, c'était soit quelque chose de très professionnel, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. Du coup, si je fais tourner une caméra et que je parle devant la caméra, il faut que ce que je dise soit impeccable, et je ne me voyais pas à l'époque parler de quelque chose impeccablement. Soit c'était vraiment c'était le grand guignol, et ça ne m'intéressait pas de faire le grand guignol sur YouTube, enfin, c'était pas moi. Mais voilà, c'est pour ça que voilà, quand on me disait tu vas créer une chaîne YouTube, bah non, pas du tout, clairement pas. Mais bon, quelques années plus tard, le vent a tourné, on va dire. Maintenant, tout cela fait qu'on est obligé d'arriver à la chaîne, à PAM, PAM, la chaîne YouTube donc, que tu as créée. Et je vais te poser une question un peu particulière. Est-ce que tu savais dès le départ ce que tu ne voulais absolument pas faire en créant cette chaîne? Oui, c'est vrai qu'on pose souvent la question inverse. Et la réponse à la question inverse, c'est que j'avais envie de faire exactement ce que j'avais envie de faire. Parce que ce que je voulais. Et du coup, ce que j'ai pas envie de faire, et ce que j'ai toujours pas envie de faire, c'est quelque chose qui correspond aux attentes des gens. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas blesser les gens, je veux pas décevoir les gens, mais je veux pas concevoir des vidéos pour faire plaisir aux gens.
C'est avant tout un plaisir personnel. Si les gens aiment bien ce que je fais, c'est tant mieux pour eux. Et je suis très content. Si les gens n'aiment pas ce que je fais pour des bonnes raisons, moi, ça me fait très plaisir de discuter avec eux. Si ils n'aiment pas ce que je fais pour les mauvaises raisons, l'avantage de YouTube, c'est qu'il y a quand même une quantité assez astronomique de contenu qui est publié, et j'invite cordialement les gens à aller voir quelque chose qui leur correspond plus. Enfin, je pense que c'est un très bon deal. Et en tout cas, enfin, moi c'est comme ça que je regarde du contenu sur Internet. Je sais qu'il y a littéralement une marée de contenu qui est publié à chaque seconde. C'est à moi de choisir ce que je fais. Je ne vais pas aller insulter la personne qui a consacré du temps et de l'énergie à faire un contenu, même s'il peut être très mauvais. Je ne vais pas passer du temps à insulter cette personne. Je vais juste aller consommer quelque chose d'autre. Enfin, j'ai utilisé le mot consommer parce que c'est littéralement cette optique de consommation. Et avec ma chaîne, j'ai juste envie que les gens qui aiment ce que je fais restent et que les autres s'en aillent et sans plus. Donc voilà, c'est ça que je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire un contenu pour faire plaisir aux gens. Et je pense que ça se voit d'ailleurs dans les thématiques et dans même ma fréquence de publication. Des fois, je dis en plaisantant que ma façon d'être sur YouTube, c'est que j'ai pris la liste de toutes les choses qu'il faut faire pour percer et que j'ai fait le contraire. Et je pense que c'est un peu ça. Donc, nous ne verrons jamais, je me permets cette petite digression qui n'est pas très sérieuse, mais ce n'est pas très grave non plus, jamais de reaction trailer sur ta chaîne, bien évidemment. C'est dommage, j'avais prévu de faire les nouveaux Avengers, mais bon, tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Moi, j'ai une envie très forte. C'est pas une petite, c'est une envie, c'est donc une grande envie pour certainement la dernière semaine de la dernière année de la chaîne Microciné. J'avais envie de faire 2-3 petites choses à ma façon, et je vais faire une reaction trailer. Mais bon, ce ne serait pas une reaction trailer face à un film mainstream, ce ne serait pas drôle en fait. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui permette la reaction trailer. Parce que oui, je l'ai souvent dit, et puis après j'arrête de parler de moi parce que ce n'est pas mon émission, c'est la tienne, mais je pense que on est arrivé à un état de, comment te dire, je crois qu'il n'y a pas, le mot médiocrité n'est pas assez fort pour exprimer ce que je ressens vis-à-vis de ce rabaissement intellectuel, théorique, de vie, d'émotion. Je crois que là, on botte en touche pour le coup. Mais en même temps, il y a donc la critique, dire voilà, c'est de la merde, c'est dégueulasse, c'est ça et ça. Et puis, bon, ça existe quelques secondes. Mais le plus important, c'est de comprendre aussi pourquoi il y a ça. Pourquoi il pourrait y avoir ça. Et comme j'ai aussi envie de comprendre pourquoi quelqu'un comme toi a cette envie très forte. Alors, sans rentrer dans les détails de ta vie privée, tu es quelqu'un qui travaille qui travaille dans plusieurs géographies, différentes géographies. Et à chaque fois que tu es dans un endroit ou un lieu précis pour ton travail, il faut que tu saches un peu comment, pour comprendre un peu peut-être ce pays. Est-ce que le cinéma est l'élément fondamental qui t'aide à mieux le comprendre? Je sais que tu es féru de littérature, mais est-ce que le cinéma, finalement, est le moyen qui te permet de comprendre ce pays, cette géographie? L'art en général, oui. L'art en général. Donc, effectivement, par mon métier, je bouge géographiquement, même si là, ça devrait être à peu près stable pour les prochaines années. Mais oui, du coup, j'ai la chance ou la malchance, ça dépend de ce que cherchent les gens dans la vie. Moi, pour ma part, je suis très content. Donc, j'ai la chance d'habiter à l'étranger, ce qui d'ailleurs influence énormément mon rapport au cinéma. On consomme différemment le cinéma quand on est à l'étranger que par rapport à la France. Mais ça on pourrait en discuter. Enfin, je pense que c'est un thème très intéressant et qui éclaire pas mal ma façon d'interagir avec l'élément cinéma aujourd'hui dans ma vie. Mais oui, pour revenir à ta question, effectivement, le cinéma pour moi, représente. C'est un art qui est récent, c'est un art qui est très récent comparé à d'autres formes, et c'est aussi un art qui est plus construit et plus difficile, même si naturellement on peut faire des films facilement, surtout aujourd'hui, on a tous ça dans notre poche, qui permet de faire des films comme
je pense que beaucoup de cinéastes auraient rêvé d'en faire hein, il y a 50 ans, mais bref, peu importe, digression. Mais ce que je veux dire, c'est que par le fait qu'il est plus construit, je pense que le cinéma, peut-être. Enfin, je dis ça sans aucun appui théorique. Hein. Là, vraiment, c'est mon cerveau qui est en roue libre un matin. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine, comment dire, il y a une certaine représentativité de l'état d'un pays. Enfin, le cinéma va essayer de représenter plus le réel, même s'il ne le représente pas directement, que d'autres formes d'art. Alors, naturellement, je vais aussi, enfin, je suis très féru de peinture et ça me paraît être un vecteur hyper important aussi pour comprendre une culture. Donc, je pense que je vais attaquer un peu tout de front. Mais c'est vrai que le cinéma, il y a ce côté qui est très, très spontané. Et c'est quelque chose dont on parlait à propos d'un certain projet, du fait que le cinéma, on n'a pas besoin de savoir lire, on n'a pas besoin d'avoir du temps. Le cinéma, on peut juste s'asseoir, regarder un film pendant 1h30. Le film, il nous parle dans notre langue. On peut ne même pas le comprendre, ce film, et juste l'apprécier. Et je pense que c'est quand même un médium très fort qui, du coup, véhicule énormément sur un pays. Bon, enfin, je pense que c'est un secret pour personne qui a regardé ma chaîne. J'ai habité pendant 4 années en Finlande et j'ai beaucoup appris sur la Finlande à travers le cinéma. Et par exemple, donc le dernier Kaurismäki, les Feuilles mortes, je pense que c'est un film qui est assez exemplaire dans ça. C'est un film qui ne montre pas la Finlande telle qu'elle est. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de gens réagir en disant bah dis donc quel pays déprimant, ouh là 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 c'est le tiers-monde là-bas. En vrai non, c'est Paris qui est le tiers-monde quand on vient d'Helsinki. C'est une ville qui est très, très moderne, très évoluée, très propre, très, très lumineuse, et donc tout l'inverse de ce que montre le film. Et pourtant le film représente l'essence de ce qu'est la Finlande. C'est vraiment ça représente une certaine façon d'être, une certaine vision des choses, un certain rapport à la solitude. Ça représente une grosse rupture sociale. Bref, tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans un film, pas forcément de façon explicite. C'est pour ça que j'aime beaucoup Kaurismäki. Il ne représente pas l'explicite. Il raconte le réel à travers l'implicite. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et voilà, donc bref, désolé, c'est une très très longue réponse. Non, mais c'est intéressant. Oui, effectivement, bien entendu que le cinéma est un véritable vecteur pour moi de compréhension de l'endroit où je peux vivre. D'un point de vue technique et au niveau de la configuration de tes émissions, est-ce que d'emblée, tu avais une idée du format que tu allais utiliser, de la manière aussi que tu allais utiliser pour transmettre tes envies, tes idées, d'être un passeur? Est-ce que donc tu savais un peu comment fignoler tout ça? Pas du tout, et je le sais toujours pas aujourd'hui. En vrai, la petite histoire, c'est un peu l'arlésienne de ma chaîne. J'ai créé cette chaîne parce que je voulais monter une sorte de long documentaire sur Refn, parce que justement, c'est le cinéaste qui m'a fait comprendre certaines choses sur le cinéma, et j'avais envie de faire une grosse émission dessus. Donc quand je disais grosse, c'est à peu près 45 minutes. Et bon, j'ai commencé, moi je suis quelqu'un de l'écrit, donc j'ai ouvert Word, j'ai lu plusieurs livres sur le réalisateur, j'ai revu ses films, et j'ai commencé à taper un script. Et au bout d'un certain temps, à savoir 12 pages de script, je me suis dit que c'était peut-être long, 12 pages de script, que j'avais jamais fait ce genre de choses, et qu'il fallait peut-être que je commence par autre chose. Du coup, j'ai décidé de parler simplement d'un film. J'ai choisi le départ de Skolimowski, parce que simplement le film était un point de départ, et que c'était un film que j'avais vu au cinéma cette année-là, que j'avais découvert et que j'avais beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit, allez hop, partons sur le départ, et parlons du départ, et voyons comment ça s'organise. Comment logistiquement ça va se passer. Enfin, j'avais un peu fait de montage, mais jamais vraiment ce type-là de montage. Donc voilà, je voulais un peu m'essayer. Et là, j'avais 4 pages de script. Et à ma grande surprise, les 4 pages de script ont fait une vidéo d'une demi-heure, je crois. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais vraiment bien fait de ne pas me lancer sur la vidéo Refn avec ces 12 pages de script non terminées, parce qu'on allait partir sur une vidéo de 2 heures et que je n'avais pas les épaules pour monter une vidéo de 2 heures. Mais cette vidéo existera un jour, parce que le script continue de s'étoffer. Et je pense que c'est un bon script, et c'est une jolie façon
d'attaquer le cinéma de cet auteur. Mais voilà, donc du coup, je suis parti un peu sur ce format de présentation de film. Bon, je me suis aperçu que je l'aimais bien. C'était un peu je dirais que c'est pas du tout de la critique. Je suis pas critique et je le sais. Je suis pas du tout dans la critique, mais plus une présentation plus ou moins objective du film, hein, où bien entendu la subjectivité vient de ma propre personnalité et des choix même du film, des choix même de la façon dont je l'aborde. J'essaye toujours d'avoir quand même un angle un peu précis sur ce film. Et donc voilà, c'est devenu un peu le format. Là, bon, pour des raisons professionnelles, j'ai eu beaucoup moins de temps. Donc dernièrement, j'ai fait beaucoup d'échanges avec des gens parce que Oui. moi, de lancer cette chaîne, ça a été une surprise pour moi de voir que j'étais capable de parler de cinéma de façon à peu près sérieuse et que en fait, on n'a pas besoin d'énormément de choses en fait pour faire une vidéo. Et ça me fait très plaisir aujourd'hui d'inviter des gens et de forcer des gens à parler de cinéma, parce que je vois énormément de gens sur Twitter en particulier qui ont beaucoup de choses à dire et qui n'osent pas forcément le dire parce qu'ils pensent que bah non, je ne suis pas capable de faire de la vidéo. Bah, tu sais, il suffit de s'asseoir face caméra, sans montage, tu parles. Hein. Et ce que fait Jules Melon, par exemple. Et il fait des choses très bien. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de pousser les gens un peu à approfondir ça, parce que moi, je trouve ça super intéressant. Et bien entendu, ça aussi me permet de rester un peu actif sur la chaîne à un moment de ma vie professionnelle où j'ai beaucoup moins de temps, même si là, je me suis fait la promesse de reprendre à partir de janvier une vidéo toutes les 2 semaines, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, là, d'évoluer un petit peu sur les formats, plutôt que de parler d'un film unique, bon, va y avoir une série de très grosses vidéos, mais ça, peut-être qu'on en reparlera, peut-être qu'on n'en reparlera pas. Tu sais de quoi il s'agit. Mais là, j'ai envie de parler de façon un peu thématique. Par exemple, là, j'ai vu, donc, comme je l'ai dit, j'ai revu Pacifiction il y a quelques jours, et j'ai été frappé de similitudes avec un de mes romans, mes romans préférés, qui est L'Arc-en-Ciel de la gravité de Thomas Pynchon. Et j'étais absolument saisi par les parallèles entre le roman et le film de Serra. Je ne sais pas du tout si ce sont des parallèles qui sont justifiés, je veux dire, par le fait que Serra aurait lu le roman et aurait été inspiré. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, je pense que c'est des espèces de mise en comparaison de deux œuvres qui me paraissent assez intéressantes. Du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de tenter par la suite. Dans certaines de tes émissions, tu utilises la face cam. Et alors, pour moi, la face cam, je t'avouerai que c'est une configuration qui me pose problème dès le départ. J'ai l'impression que c'est un peu le champ contre champ du cinéma. Et donc, je suis intrigué au départ que tu utilises ça, cette face cam. Donc moi, la question que j'aimerais bien te poser et qui est très très simple, est-ce que la face cam, c'est te concernant peut-être le moyen qui était le plus, qui te permettait d'avoir plus de possibilités pour parler d'une œuvre? Non. Non, désolé, c'est réponse très brutale. Pas du tout. La face cam, je dirais qu'il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est une raison d'habitude, qui est que j'enseigne en particulier. Donc j'ai l'habitude de me filmer en train de parler de choses pour le travail. D'ailleurs, j'ai une chaîne professionnelle dont je tairai le nom, avec 3 abonnés. Donc j'ai cette chaîne professionnelle, voilà, où j'ai des vidéos qui sont globalement moi en train de parler devant ma webcam. Donc voilà, disons que c'est une configuration à laquelle je suis habitué par le travail. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, qui est la véritable raison, c'est que j'ai conscience de mes limites en termes de temps. Et la face cam, c'est quand même beaucoup plus rapide en termes de montage. Parce que j'ai pas besoin de meubler 100% de la vidéo. Et c'est vrai que sur une vidéo de 5 minutes, il n'y a aucun souci pour meubler, entre guillemets, pour trouver l'image qui va avec. Mais quand je fais une vidéo de 45 minutes, j'ai pas le temps de consacrer. Tu sais le travail de montage, 45 minutes de vidéo.
45 minutes de vidéo en face cam. Par exemple, si je prends la vidéo sur The Big Lebowski, j'avais 1h30 d'enregistrement qui s'est transformé en 45 minutes de vidéo, je crois. Et je pense qu'en montage, j'ai dû passer une dizaine d'heures, quelque chose comme ça. Et on est juste sur un montage que je trouve parfaitement minimaliste. C'est le minimum de ce que je pourrais faire au niveau montage. Donc, ça veut dire que si j'avais vraiment voulu illustrer les 45 minutes de vidéo avec de l'image non face cam, ça aurait été un enfer. Donc, la réponse est non. Ce n'est pas un format que j'ai choisi parce que je trouve que c'est mon moyen de communiquer. C'est un format que j'ai choisi par pure paresse. Il y a un côté aussi radio en image et en même temps radio en image avec l'idée du monologue. Mais tu l'évoquais depuis 3-4 émissions, je crois 3 émissions si je me trompe. Non, 4 émissions, je crois. 4 émissions, il y a cette envie d'échange aussi. Oui. Et ça, moi, ça m'a interpellé. Est-ce que parce que tu sentais qu'il y avait un manque te concernant, là qu'il fallait vraiment, pour le coup, ça sert aussi à ça, le média YouTube, c'est de voir un peu avec qui on peut avoir un dialogue. Oui. Ou est-ce que c'était dès le départ une idée que tu avais eue Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je suis un ermite, hein, j'avais prévu de travailler en ermite et l'idée est venue d'une période où j'avais pas le temps de faire des vidéos. Et j'avais vu le film Oppenheimer, j'avais envie d'en discuter avec un Nicolas, donc Nicolas de la chaîne Artopolis. Artopolis, très bien. Et parce que je voyais un certain nombre de thèmes qui pouvaient lui parler dans le film et j'avais envie d'avoir son avis dessus. Et j'allais lui proposer de faire un appel pour en discuter. Et je me suis dit, mais en fait, et si on était fou, et si on enregistrait cet appel, et on voit si ça donne quelque chose d'intéressant, je le mets en ligne. Si ça donne rien d'intéressant, je le mets pas en ligne. Et après, comme je l'ai dit, pour moi, les gens sont libres. Je considère que personne n'a à regarder mes vidéos. C'est aussi pour ça que j'en fais une publicité assez minimale. Si les gens ont envie de la regarder, ils la regardent. Si les gens n'ont pas envie, ils la regardent pas. Bon, j'ai mis en ligne. J'ai eu des bons retours. Il y a eu quelques échanges hors ligne par rapport à cette vidéo. Donc c'était vraiment très très sympathique. Enfin, j'ai passé un bon moment. Je crois que Nicolas aussi. Et ensuite, j'ai décidé de continuer. Et typiquement, par exemple, Desgadi, que tu connais également, oui. Très bien. J'avais très envie de parler avec lui et on adore tous les deux le film Night of Scots et on a fait cet enregistrement démentiel, je crois, de 3h30. 3h30 autour de Night of Scots, c'était absolument extraordinaire. J'ai eu énormément de retours très positifs sur cette vidéo. C'est massif, mais comme je l'ai dit, les gens sont libres de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Hein. Donc c'est pour ça, au début j'avais un peu mauvaise conscience, je me dis mais je prends le temps des gens et ensuite j'ai réfléchi, mais non, je prends pas le temps des gens. Typiquement j'aime beaucoup les gens de la table entre Formica, mais je leur ai dit que je pense que je regarderai jamais leur live de 7 heures sur Shyamalan, qui doit être fascinant, mais j'ai pas 7 heures pour regarder des gens discuter de Shyamalan, avec toute l'amitié que j'ai pour eux. Hein. Vraiment, je suis absolument certain que ce qu'ils disent est fascinant, mais voilà, je veux dire, les gens sont très libres, donc c'est pareil. Donc voilà, ces discussions, c'est un peu né de ça, de l'envie aussi simplement d'avoir des échanges sur le cinéma très simples, et pourquoi pas juste les publier, et les gens en font ce qu'ils ont envie d'en faire. Hein. Et je suis d'ailleurs très conscient que c'est pas ce pourquoi les gens sont abonnés à ma chaîne, mais peu importe. Ah bah tiens, une question par rapport à la réceptivité de l'auditeur ou de l'auditrice, par rapport à tout ça. Il y a une vidéo, j'ai besoin, pour le coup, de donner cet élément factuel qui, pour moi, n'est pas important, mais ça peut donner quand même un état des lieux. Tu as fait une vidéo où tu reviens, et tu le dis, sur les traces. Ça s'appelle Sur les traces, donc, de certains lieux de l'Exorciste, du film de l'Exorciste, réalisé par William Friedkin en 73, je crois, 72, 113, si je crois. Ouais. Et bien, cette vidéo, elle fait 10 000 vues. Eh ben oui. Et là, je pose la question à Monsieur Pam. Moi, une fois, j'avais fait pour blaguer, j'étais sur un live chez Merej, et il avait invité un duo il avait invité 2 frères, Kish et Cash, je crois, qui sont très axés autour de la pop culture, donc le cinéma, le jeu vidéo, etc. Et je sais plus comment comment on a parlé de ça. Je disais, moi, quand je fais un live et que je vois en direct sans spectateur, je commence à avoir mal au cœur, ma caméra est en train de... Parce que je suis pas habitué, moi, c'est
allez, c'est 20-30. Quand je reçois François Bégodeau, oui, pour le coup. Et sinon, c'est 20-30 en direct et je suis bien, je me sens bien, tout va bien, il n'y a pas de problème de fibre, de connexion. Donc, mais je disais ça avec beaucoup de distance. Et il m'arrive, c'est vrai, quand, par exemple, j'interviewe Jacques Doyon, et je referme très vite la parenthèse, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais quand j'interviewe Jacques Doyon, je me dis, wow, j'ai Jacques Doyon, ça va être génial, j'espère que les gens vont voir, et que finalement, non, pas du tout. Ça me fait un truc, ça, je peux pas ne pas le nier, sinon ça serait un peu bizarre quand même. Mais là, moi, je pose la question à ce monsieur-là qui est à côté de moi, 10 000 vues, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, tiens, pourquoi ne pas peut-être réitérer ce genre de configuration, ou simplement se dire, c'est bien, c'est génial, mais continuons ce que j'ai envie de faire, et puis bon coup. C'est quoi? Comment il est à ce moment-là, Pam? Bah, je pense que ça s'est vu, que j'ai continué sur mon petit chemin, sachant qu'après j'ai parlé d'Akahana, qui est quand même pas le film dont on a envie de... Enfin, j'espère avoir 10 000 vues. J'espère avoir 10 000 vues. Mais moi, j'ai jamais cherché ça. J'étais donc à Washington pour le travail. Et à Washington, il y a cet escalier où a été tourné l'Exorciste. Je venais d'acheter un trépied et un micro. J'étais très content de moi. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je m'assois sur les marches. C'était complètement improvisé. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Je me suis assis sur les marches. J'ai posé mon micro et ma caméra. C'était le pire tournage de l'histoire de ma chaîne. Parce que je n'avais pas réalisé qu'en fait, cet escalier était très utilisé par les joggers. Et du coup, globalement, il y avait un gars, j'ai dû enregistrer pendant 1 heure à peu près. Pendant l'heure entière, il a passé son temps à monter l'escalier et à redescendre en tenant la rampe à côté de laquelle j'étais assis, et du coup, ça faisait boum, 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 et on voyait le gars passer derrière, redescendre. À un moment, on le voyait repasser. C'était affreux. Quand c'était plus le gars, c'était les hélicoptères. Enfin, tu connais les États-Unis peut-être, les hélicoptères. Les non, avions, malheureusement, mais j'imagine très bien. C'est voilà. Enfin, ce qu'on voit, disons que ce qu'on voit dans les films, c'est vrai. Du coup, c'était des hélicoptères. C'était une torture, ce tournage. Mais bon, je me suis dit, allez, c'était marrant. Enfin, je mets la vidéo en ligne. Je l'ai mise en ligne. C'était très loin. Enfin, on est très loin d'être la meilleure vidéo de ma chaîne, à mon avis. C'était juste pour marquer le coup. Je trouvais ça sympathique d'être sur un décor de film. Enfin, c'est quelque chose que je trouve agréable. Et bon, voilà, je me suis arrêté là et j'ai posté la vidéo sans penser que ça allait marcher. J'ai eu un certain nombre de relais sur cette vidéo, dont des gens assez vus, typiquement Vincent Maloza a repartagé ma vidéo, ce que j'ai trouvé surprenant. Mais bon, peu importe. Hein. Et j'ai laissé courir, je regarde jamais mes chiffres, ça m'intéresse pas. Et un jour, par hasard, je sais plus pourquoi, j'ai ouvert l'application YouTube Studio et j'ai pensé que j'avais une attaque de bot parce que j'avais 3000 vues sur cette vidéo. Pour moi, ça pouvait être une attaque de bot. Enfin, je voyais pas ce que ça pouvait être d'autre. J'ai vu qu'il y avait des commentaires. C'est bon, j'ai été surpris. Et là, j'ai compris que c'était concomitant avec la sortie du Vatican, de l'Exorciste du Vatican. Ah, d'accord. Voilà. Et là, j'ai compris. Et donc, il y a eu un nombre de vues qui a augmenté. À un moment, ça s'est tassé. À un moment, William Friedkin a eu le mauvais goût de mourir, ce qui a renvoyé à une nouvelle salve de sur la vidéo. Et bref, bon, ça me fait doucement rire. Je suis juste un tout petit peu triste que la vidéo qui marchait, c'est sur l'Exorciste. Alors que j'ai parlé de films incroyables qui sont disponibles gratuitement sur Internet et que les gens pourraient découvrir. Mais bon, voilà. Je parle toujours. Enfin, j'ai fait 2 vidéos sur cette réalisatrice finlandaise, Katarina Lilkvist, qui fait des films d'animation absolument superbes, avec des marionnettes. Enfin, elle a étudié en République tchèque pour apprendre le théâtre de marionnettes tchèque, et elle a amené ça pour parler de la guerre civile finlandaise. Enfin, elle fait un travail magnifique. J'ai 2 vidéos qui sont pas les plus belles vidéos de ma chaîne, mais voilà, 2 vidéos sur 2 très beaux films de cette femme, qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Et bon, ces vidéos doivent tourner à 90-100 vues. Et à côté de ça, l'Exorciste en 10 000 vues. Mais bon, il n'empêche que j'ai plus envie de parler de Katarina Lilkvist que de William Friedkin, enfin, même si William Friedkin, c'est très bien. Et même si je ne m'empêche pas de parler de gros films. Hein. Et d'ailleurs, tu parlais de Sur les traces de l'Exorciste. Là, cette année, je vais faire Sur les traces de Nosferatu, du Murnau, qui a été tourné à Lübeck. Et là, j'ai vu les décors du tournage. Et bah, je peux y aller assez facilement. Donc clairement, je vais poser ma caméra à Lübeck et enregistrer un Sur les traces de Nosferatu. Et ça va être très sympathique, mais clairement, je le fais pas pour attirer les spectateurs. Si les spectateurs sont là, tant mieux. Si les spectateurs sont pas là, tant pis.
Tant pis. Est-ce qu'il y a aussi cette idée de créer sa propre bibliothèque, finalement, et de se dire que c'est avec le temps? Le temps fera les choses, comme on dit, c'est-à-dire que les vidéos sont là, elles sont à disposition. Prenez votre temps, 3, 4, 5. Peut-être même que moi, j'arrêterai à ce moment-là, même moi, j'arrêterai la chaîne, mais elles seront encore là, ces vidéos, et c'est le temps qui peut jouer. En fait, chaque émission que tu essayes que tu penses et que tu réalises, est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi de dire, j'aimerais bien faire des émissions qui restent, en fait, pas des émissions qui sont consommées? Complètement. Complètement. Ce que je veux, c'est que mes émissions soient regardables indépendamment du temps et du lieu. On peut regarder n'importe quelle de mes vidéos hors temps. Et quand tu parlais des réactions au trailer, ces réactions bande-annonce, c'est quelque chose qui se regarde juste au moment de la sortie de la bande-annonce, mais un mois plus tard, ça n'a plus aucune valeur. Un an plus tard, une fois que le film est sorti, qui se dit j'ai envie de voir Durandal interagir au trailer de Star Wars. Personne, on s'en fiche, on a vu le film. Ce que les gens veulent voir, c'est ce qu'il dit du film, s'ils même veulent le voir. Mais pas plus. Alors que mes vidéos, c'est des espèces de petites pastilles qui sont posées là, que quiconque est libre d'attraper. Du coup, maintenant, ce que je fais, j'essaye d'éditorialiser un petit peu la chaîne. Avec beaucoup de guillemets. Ce qui veut dire que maintenant, à la fin de mes vidéos, je mets un petit temps avec ce truc que propose YouTube de mettre des liens vers d'autres vidéos. Ouais. Donc maintenant je fais ça. Et à la fin de chaque vidéo, je mets un peu au hasard un pointeur vers une vidéo que j'aime bien du passé, en invitant les gens à aller voir. Je pense que ça marche pas. Mais bon, ça coûte rien de le faire. Et voilà, dans tous les cas, je suis content quand je regarde les vues, de voir les vues un peu augmenter sur des anciennes vidéos. Et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que je demande. Enfin non, je demande même pas que les gens voient mes vidéos, mais ce que je me dis, en fait, mon but, c'est ce que j'ai dit dès le départ avec ma chaîne, c'est que si je parle d'un film que quelqu'un ne connaît pas, que cette personne me dit, je suis allé voir le film, et beaucoup de gens m'ont dit ça, moi j'ai gagné. S'il y a une personne qui a vu un film que j'ai proposé, moi j'ai gagné. C'est tout ce que je pense de ma chaîne, en fait. En tout cas, la chaîne, elle existe. Dans le descriptif, c'est Pam. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie donc à la chaîne de Pam, qui s'appelle Pam aussi, cette chaîne. Et allez faire un petit tour, comme ça, et puis vous verrez un peu ce qu'il en est. En tout cas, merci beaucoup, Pam, d'avoir dit oui, d'avoir répondu présent pour cet entretien un peu particulier, vu qu'il est scindé en deux parties, finalement. Mais en tout cas, c'était comme ça, on ne pouvait pas faire autrement. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'écouter. Et puis, la porte est toujours grande ouverte. Tu viens quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment très plaisir de revenir sur la chaîne après le projet Godard. Exactement. Peut-être qu'on te retrouvera l'année prochaine pour le projet En Song-Soo. Peut-être. Sait-on jamais. Peut-être. Ça dépendra. C'est pas un cinéaste que je connais très bien, donc. Ah, mais c'est ça qui est bien quand on connaît pas très bien, c'est encore mieux même. Le problème, c'est qu'il ne se laisse pas rattraper, sachant qu'il fait 3 films par an. Oui, cette année, j'en regarde 2, il en a déjà fait 3 et on a 5 de retard. Il en a déjà fait 3, effectivement. Bon, on verra. En tout cas, l'appel va être lancé bientôt. Bon, en tout cas, merci à toi, Pam. À très vite. Et puis, encore une fois de plus, toutes les informations te concernant sont dans le descriptif de cette vidéo. Voilà. Donc, c'était un fait croqué spécial Pam. Merci à toi et à très vite. Merci, Samir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.